Bonjour et bienvenue. On vit littéralement baigné dans l'oxygène, mais on y pense finalement assez rarement. Pourtant, cet air, il est vital, mais il n'en contient qu'environ 21%. Oui, Et parfois, pour certains, ce 21%, ça ne suffit plus. Pas du tout même. c'est exactement ça. Quand le corps commence à manquer d'oxygène, il faut intervenir. Et là, on entre dans le domaine de l'oxygénothérapie. C'est un sujet, je trouve, assez fascinant et on va essayer de l'explorer en profondeur aujourd'hui en s'appuyant sur des données médicales solides, des références. D'accord. Notre objectif pour cette analyse, ça va être de décortiquer un peu pourquoi et comment on utilise cet oxygène comme un traitement. Et puis, de comprendre aussi tous les outils qu'on a à disposition. Parce que, on va le voir, administrer de l'oxygène, c'est pas juste ouvrir une bouteille d'air pur, hein. C'est vraiment un acte médical assez complexe. Tout à fait. Et le point de départ, je pense, qui est essentiel, c'est cette notion qui date de 1998, mais qui a vraiment tout changé. L'oxygène, c'est officiellement considéré comme un médicament. Ah oui, Oui, pas juste un gaz comme ça, inerte, non. Une substance active avec une posologie, des indications très précises, et puis, comme pour tous les médicaments, des bénéfices attendus, mais aussi des risques potentiels. Donc, ça veut dire prescription médicale obligatoire. l'oxygène comme médicament, effectivement, ça change pas mal la perspective. Alors, pourquoi c'est si fondamental, dans certaines situations précises, d'en administrer? C'est quoi la menace immédiate, en fait? Alors, la menace directe, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. C'est le manque d'oxygène, mais au niveau des tissus, des cellules. Ça peut venir soit d'une hypoxémie, c'est-à-dire pas assez d'oxygène dans le sang. On mesure ça avec la PO2, la pression partielle en oxygène, qui chute. D'accord? Ou alors, ça peut venir d'autres choses. Un état de choc circulatoire, par exemple, où le sang n'arrive plus correctement aux organes, ou même certaines intoxications qui empêchent les cellules d'utiliser l'oxygène, même s'il y en a. Dans tous les cas, les cellules, elles souffrent. Et cette souffrance des cellules, ça a quelles conséquences, concrètement et rapidement? Les organes qui consomment le plus d'oxygène, on pense au cerveau bien sûr, mais surtout le cœur, ils sont touchés en premier, très vite. Sans assez d'oxygène, leur fonction se dégrade rapidement. Pour le cœur, par exemple, ça peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une défaillance, et puis au bout du compte, l'arrêt cardiaque qu'on appelle hypoxique. Ah oui, quand même. Donc l'oxygénothérapie rapide, son but premier, c'est vraiment d'empêcher ces dommages, qui peuvent devenir irréversibles. C'est une véritable course contre la montre. D'accord, l'urgence est claire. Revenons un petit peu à cette idée d'oxygène médicament et de prescription. Comment on définit la dose d'oxygène alors? La prescription, elle va fixer soit un débit d'oxygène, ça on l'exprime en litres par minute, LIM, soit, et c'est de plus en plus comme ça qu'on fait, on fixe un objectif de saturation en oxygène. C'est l'ASPO2, le chiffre qu'on voit sur le petit capteur au bout du doigt. Oui. L'idée générale, c'est de ramener la PaO2, donc l'oxygène dans le sang, dans une zone de sécurité, disons classiquement au-dessus de 80 mm de mercure. Mais il y a un piège, j'ai cru comprendre. On pourrait être tenté de mettre beaucoup d'oxygène pour être sûr, non? Exactement. Et c'est là toute la subtilité. On veut absolument corriger l'hypoxémie, le manque, mais il faut aussi éviter l'inverse, l'hyperoxémie, c'est-à-dire un excès d'oxygène dans le sang, une PaO2 qui monte trop haut, au-delà de 100-110 mm de mercure. Ah bon? C'est dangereux aussi. Oui, pendant longtemps, on a un peu pensé plus on en met, mieux c'est. Mais maintenant, on sait bien que cet excès d'oxygène, l'hyperoxémie, ça a ses propres effets néfastes. Ça génère du stress oxydatif, pour les cellules notamment. Donc c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Il faut trouver le juste milieu. Ah, c'est contre-intuitif ça, hein. On est tellement habitué à penser que l'oxygène, c'est la vie, point. Donc il faut trouver cette zone juste ce qu'il faut. Et pendant qu'on cherche cette dose parfaite, j'imagine qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est crucial, oui, de le rappeler. L'oxygénothérapie, ça traite le symptôme, le manque d'O2, mais ça ne traite pas la maladie qui est derrière. Si on se contente de faire remonter la saturation, mais qu'on ne cherche pas et qu'on ne traite pas activement la pneumonie ou l'embolie pulmonaire ou l'insuffisance cardiaque qui cause ce manque d'oxygène, on ne fait que masquer le problème en fait. L'amélioration des chiffres, c'est juste un répit, ce n'est pas la guérison. Bien noté, c'est fondamental. Alors, comment on fait concrètement pour donner cet oxygène médicament? Quels sont les outils qu'on a? Alors, le choix, il se porte sur deux éléments clés. D'abord, ce qu'on appelle l'interface. C'est le dispositif qui est en contact avec le patient. Les lunettes dans le nez, le masque sur le visage, etc. D'accord, l'interface. Et le deuxième?
Et le deuxième, c'est la dose, qu'on règle via le débit ou parfois la concentration d'oxygène qu'on veut délivrer. Et j'imagine qu'il y a toute une gamme d'interfaces, des plus simples aux plus compliquées. Oui, on peut les voir un peu en deux grandes catégories pour simplifier. D'abord, il y a les systèmes qu'on appelle ouverts ou non occlusifs. Là, on trouve les lunettes nasales, les masques simples, les masques à haute concentration. Leur point commun, c'est que le patient respire spontanément et l'oxygène qu'on lui apporte se mélange avec l'air de la pièce qu'il inspire en même temps. Ah, ce qui veut dire que la concentration qu'il reçoit vraiment dans ses poumons, elle est difficile à maîtriser alors. C'est exactement le défi avec ces systèmes. La fameuse FiO2, c'est la fraction d'oxygène dans l'air qui est réellement inspirée par le patient. Eh bien, elle devient très variable. D'accord. Imaginez un patient qui est en grande détresse respiratoire. Il va respirer très vite, très fort, il va aspirer un énorme volume d'air à chaque inspiration. Oui. Même si on lui met, disons, 6 litres d'oxygène par minute dans le nez avec des lunettes, cet oxygène va être très très dilué par tout l'air ambiant qu'il aspire à côté. Du coup, la FiO2 réelle peut être bien plus basse que ce qu'on espérait. D'accord. Donc avec ces systèmes simples, on donne de l'oxygène, mais on ne contrôle pas finement le pourcentage final qu'il inhale. Et l'autre catégorie d'interface, c'est quoi alors? Ce sont les systèmes fermés ou occlusifs. Là, l'objectif, c'est justement de limiter au maximum, voire de supprimer complètement cette dilution par l'air ambiant. On parle alors du BVU, c'est le ballon qu'on utilise pour ventiler à la main en urgence. Le ballon avec le masque. Voilà. Ou de la ventilation non invasive, la VNI, avec un masque qui doit être très étanche. Et enfin, la ventilation invasive, là c'est carrément via une sonde d'intubation mise dans la trachée. D'accord. Et l'avantage de fermer le système comme ça? Il y a un double avantage en fait. Premièrement, on peut régler et délivrer une FiO2 beaucoup plus précise, beaucoup plus stable, qui peut aller de 21%, l'air ambiant, jusqu'à 100% d'oxygène pur. Et deuxièmement, et ça c'est fondamental, ces systèmes occlusifs, ils permettent d'appliquer une pression positive. C'est-à-dire qu'on ne fait plus que donner de l'oxygène, on aide activement les poumons à se remplir d'air, on pousse l'air dedans. On parle alors d'assistance ventilatoire. Ah oui, d'accord, la distinction est très claire. D'un côté, on enrichit juste l'air que le patient respire tout seul, de l'autre, on peut prendre en partie ou même totalement le contrôle de sa respiration. Mais pour que tout ça marche, il y a bien une condition de base, non? Il faut que l'air puisse passer. Fiable. Chez un patient qui est inconscient, par exemple, la langue a tendance à basculer en arrière et à bloquer le passage de l'air au niveau du pharynx. Classique. Voilà. Et c'est pour ça qu'on utilise parfois une canule de Guedel. C'est ce petit dispositif en plastique un peu courbé qu'on met dans la bouche pour maintenir la langue décollée et garantir que l'air passe bien. Surtout quand on ventile au masque avec un bévu. Sinon, on risque de ventiler l'estomac au lieu des poumons. Logique, oui. Bon, explorons un peu plus ces outils alors. En commençant par les plus courants peut-être. Les lunettes nasales? On les utilise pour des besoins en oxygène qui sont faibles à modérés, disons de 1 à 6 litres par minute. C'est typique pour une hypoxémie légère, chez quelqu'un qui est stable. Ok. L'inconvénient principal, c'est cette FiO2 qui est très variable. On dit indicativement entre 24 et 40%, mais bon. Et puis c'est peu efficace si le patient respire surtout par la bouche ou si ses besoins en oxygène augmentent. Ça peut aussi assécher un peu le nez. D'accord. Si les lunettes suffisent pas ou si justement le patient respire par la bouche, on passe au masque simple. C'est ça l'étape d'après? Oui, c'est une option. Le masque simple, il couvre le nez et la bouche. On l'utilise pour des débits un peu plus élevés, généralement entre 4 et 8 litres par minute. On vise une FiO2 indicative un peu meilleure, entre 40 et 60%. L'avantage, c'est qu'il y a moins de fuite que les lunettes si le patient respire par la bouche. L'inconvénient, c'est que c'est moins confortable, ça gêne pour parler, pour manger. C'est plutôt pour des situations stables, avec une hypoxémie modérée. Et quand la situation se corse, quand l'hypoxémie devient sévère ou en urgence? Ah, là, en général, on sort le masque à haute concentration, le MHC. On l'appelle aussi masque à réserve. C'est ce masque qu'on reconnaît bien avec un sac en plastique souple, une réserve, qui se gonfle d'oxygène pur. Oui, je vois très bien. Grâce à un système de valve, le patient, quand il inspire, il va aspirer préférentiellement l'oxygène qui s'est accumulé dans ce sac réservoir. Ça limite beaucoup la dilution par l'air ambiant. Donc on utilise des débits d'oxygène élevés, souvent on commence direct à 10 ou 15 litres par minute, pour viser une FiO2 bien plus haute qui peut monter
potentiellement jusqu'à 80 voire 90%. C'est le masque qu'on voit souvent dans les séries médicales pour les urgences respiratoires, j'ai l'impression. Y a-t-il un point d'attention particulier avec ce MHC? Oui, un point crucial. Il faut absolument que le débit d'oxygène qu'on règle soit suffisant pour que le sac reste bien gonflé tout le temps, même pendant l'inspiration. S'il se dégonfle complètement à chaque fois que le patient inspire, ça veut dire que le débit est trop bas, que le patient aspire aussi de l'air ambiant par les côtés, et donc l'efficacité du masque chute énormément. C'est un outil puissant, mais il est souvent transitoire, parce qu'il est quand même pas très confortable. D'accord. Parlons rapidement du Bévavu. On l'a mentionné pour les interfaces occlusives, mais son usage est très spécifique, c'est ça? Oui, le BAVU, le ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, c'est vraiment l'outil de la ventilation manuelle d'urgence. Quand un patient est en arrêt cardiaque ou qu'il ne respire plus du tout en apnée, on applique le masque de façon la plus étanche possible sur le visage, ou alors on le connecte directement à une sonde d'intubation si le patient est intubé, et on presse le ballon pour insuffler de l'air enrichi en oxygène si on a pu le relier à une source d'eau douce. Ce n'est pas fait pour une oxygénation continue, c'est vraiment pour remplacer activement la respiration qui est absente. Très clair. Passons maintenant à des techniques un peu plus avancées, mais qui, j'ai l'impression, gagnent du terrain. L'oxygénothérapie à haut débit nasal, l'OHDN, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'OHFNO, ou HFNO en anglais, High Flow Nasal Oxygen, c'est un peu comme des lunettes nasales, mais en version turbo si on veut. On utilise des canules nasales spécifiques, un peu plus grosses, pour délivrer un mélange d'air et d'oxygène à un très haut débit. On parle de débits qui peuvent aller jusqu'à 60 voire 70 litres par minute. 70 litres par minute dans le nez, ça doit être très désagréable, non? Ah, ça le serait totalement si le gaz n'était pas obligatoirement réchauffé et humidifié activement avant d'arriver dans le nez du patient. C'est cette étape de conditionnement du gaz qui est cruciale et qui rend le système tolérable et même souvent assez confortable pour le patient. D'accord, c'est la clé. Quels sont les bénéfices de ce haut débit? Ils sont multiples. Déjà, ce très haut débit, il lave en quelque sorte l'air ambiant qui pourrait être inspiré en même temps et ça permet d'atteindre très précisément la FiO2 qu'on a réglée sur la machine qui peut varier de 21 à 100%. Ensuite, ça réduit ce qu'on appelle l'espace mort anatomique, l'air qui reste dans les voies aériennes et qui ne participe pas aux échanges gazeux. Ça crée aussi une petite pression positive dans les voies aériennes qui aide un peu la respiration. C'est donc une option très intéressante dans les cas d'hypoxémie sévère, parfois même comme une alternative à l'intubation. Et ça a l'avantage de permettre aux patients de continuer à parler, à boire, à manger un peu. Intéressant comme technique intermédiaire. Ensuite, il y a la ventilation non-invasive, la VNI. Le nom dit non-invasive, mais vous l'avez classée dans les systèmes occlusifs. Exactement. C'est un peu paradoxal, mais non-invasive signifie ici qu'on évite l'intubation trachéale. Mais pour que ça marche, on utilise un masque, soit facial qui couvre le nez et la bouche, soit juste nasal qui doit être très étanche sur le visage. Ce masque est connecté à un ventilateur, une machine qui va activement pousser l'air dans les poumons du patient avec une pression positive. Le but, là, c'est vraiment d'aider la mécanique respiratoire, de soulager les muscles respiratoires qui sont fatigués. Et ça apporte quoi concrètement cette pression qu'on ajoute, en plus de l'oxygène? Eh bien, cette pression positive, elle aide à ouvrir les alvéoles pulmonaires, elle améliore le volume d'air qui entre à chaque inspiration, elle aide à recruter des zones du poumon qui étaient peut-être un peu collabées, tassées. Ça diminue l'effort que le patient doit fournir pour respirer et ça a même des effets bénéfiques sur le cœur en diminuant ce qu'on appelle la précharge et la post-charge, le travail du cœur. C'est très utile, par exemple, dans l'œdème aigu du poumon d'origine cardiaque, l'OAP. D'accord. Et pour quelle situation aiguë, c'est particulièrement indiqué, cette VNI? Les deux indications reines de la VNI en situation aiguë, ce sont d'une part les exacerbations, les décompensations d'insuffisance respiratoire chez les patients qui ont une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. La maladie du fumeur, souvent. Souvent, oui. Et d'autre part, l'OAP cardiogénique. Dans ces deux situations, la VNI a vraiment montré qu'elle pouvait changer le pronostic, éviter des intubations. Bien sûr, sur la machine de VNI, on peut aussi régler la FiO2 qu'on veut de 21 à 100%, mais c'est une technique qui demande une surveillance très rapprochée, souvent en unité de soins intensifs ou continus. Et enfin, l'ultime recours, quand rien d'autre n'a suffi, ou d'emblée dans les cas les plus graves.
Là, c'est la ventilation invasive, c'est-à-dire qu'on met en place une sonde d'intubation, un tube qui passe par la bouche ou le nez, traverse les cordes vocales et arrive dans la trachée. On prend alors le contrôle total de la respiration du patient avec un ventilateur mécanique. C'est indiqué en cas d'échec des autres méthodes, bien sûr, mais aussi d'emblée si le patient est dans le coma, en état de choc très sévère ou s'il présente des signes d'épuisement respiratoire majeur. Avec ce fameux petit ballonnet au bout du tube pour assurer l'étanchéité, protéger les poumons. Oui, ce ballonnet qu'on gonfle une fois la sonde en place dans la trachée, il est absolument essentiel. D'abord, il assure que tout l'air poussé par le ventilateur va bien dans les poumons et ne fuit pas autour de la sonde. Et ensuite, il protège les voies aériennes contre l'inhalation de contenu gastrique, ce qui serait une complication très grave. Et comme on court-circuite complètement les voies aériennes naturelles, le nez, la gorge qui normalement réchauffe et humidifie l'air, il est absolument impératif, en ventilation invasive, de réchauffer et d'humidifier artificiellement les gaz qu'on insuffle. C'est une technique de réanimation lourde qui nécessite une sédation profonde du patient. On a balayé là un arsenal thérapeutique assez impressionnant, finalement. Abordons un point crucial, la sécurité. Quel est le risque majeur quand on manipule de l'oxygène? Le risque numéro 1, et il est majeur, c'est le feu. Il faut bien comprendre. L'oxygène, lui-même, n'est pas inflammable. Il ne brûle pas tout seul, mais c'est un comburant extrêmement puissant. Comburant. Ça veut dire qu'il favorise, qu'il accélère, qu'il intensifie la combustion de manière spectaculaire. La moindre étincelle, ça peut être de l'électricité statique, un matériel électrique défectueux, ou la moindre source de chaleur, une cigarette bien sûr, mais même un radiateur très chaud à proximité d'une concentration élevée d'oxygène peut déclencher un incendie extrêmement violent et rapide. C'est pourquoi la règle absolue, martelée partout, c'est jamais de flamme, jamais d'étincelle, jamais fumer à proximité d'une source d'oxygène ou d'un patient sous oxygène. C'est un point de vigilance absolument capital. Et ces sources d'oxygène, où est-ce qu'on les trouve concrètement? Alors, il y a principalement 2 types de sources. Dans les hôpitaux, le plus courant, ce sont les prises murales, qui sont reliées à un système de distribution centralisé. Et là, il y a un code couleur à connaître impérativement. Blanc, c'est pour l'oxygène. Blanc égale oxygène. D'accord. Mais attention, il y a d'autres prises murales pour d'autres gaz médicaux. L'air médical, qui est souvent noir, et le vide pour l'aspiration, qui est souvent jaune. Le problème, c'est que les connecteurs peuvent parfois être similaires ou compatibles par erreur. Et brancher un débitmètre d'oxygène sur une prise d'air, pire de vide, c'est une erreur gravissime, potentiellement mortelle pour le patient. Il faut une vigilance extrême, systématique au moment du branchement. Vérifier la couleur, vérifier l'étiquette. La couleur peut sauver des vies, littéralement. Impressionnant. Et l'autre source d'oxygène? L'autre source, ce sont les bouteilles d'oxygène gazeux comprimées. Ce sont ces bouteilles métalliques, elles aussi de couleur blanche, réglementairement. L'oxygène y est stocké à très haute pression, souvent autour de 200 bars. Sur la tête de la bouteille, il y a un manomètre, une jauge, qui indique la pression restante à l'intérieur et donc le niveau de remplissage de la bouteille. C'est absolument vital de vérifier ce manomètre régulièrement et surtout avant de déplacer un patient sous oxygène pour un examen, un transfert, pour être sûr qu'on ne va pas tomber en panne d'oxygène en plein milieu du couloir ou dans l'ambulance. Logique. Et entre cette source prise murale ou bouteille et le patient, on trouve quels accessoires indispensables? Alors, il y a toujours le débitmètre. C'est l'appareil qu'on visse sur la prise ou sur le détendeur de la bouteille et qui permet de régler le débit qu'on veut administrer en litres par minute. On voit souvent ces petites billes qui montent dans un tube gradué. Oui. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, il y a les systèmes d'humidification et de réchauffement des gaz. Ils ne sont pas systématiques pour les faibles débits, avec lunettes ou masques simples, mais ils deviennent cruciaux, voire obligatoires, dès qu'on utilise des hauts débits, comme avec l'OHD, ou en ventilation invasive, pour ne pas dessécher et irriter, voire léser les voies respiratoires du patient. Parfait. Bon, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, quels seraient les messages clés à retenir ou peut-être les pièges les plus courants à éviter? Alors, un piège assez classique concerne les patients qui sont insuffisants respiratoires chroniques, comme ceux qui ont une BPCO sévère.
Ces patients vivent souvent en permanence avec un taux de gaz carbonique, de CO2, un peu élevé dans le sang, c'est l'hypercapnie chronique. Et on a parfois un peu peur de leur donner trop d'oxygène, par crainte d'aggraver cette hypercapnie et de les endormir, de diminuer leur commande respiratoire. Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais il faut vraiment retenir que l'hypoxémie aiguë, le manque d'oxygène brutal, ça tue beaucoup plus vite que l'hypercapnie ne devient dangereuse. Donc la priorité absolue chez un patient en détresse respiratoire aiguë, même s'il est BPCO, ça reste de corriger son manque d'oxygène. Il faut lui donner l'oxygène dont il a besoin pour remonter sa saturation. Quitte à ajuster plus finement ensuite, à surveiller le CO2 ou à passer rapidement à l'AVNI si besoin, car l'AVNI aide aussi à éliminer le CO2. Mais ne pas traiter ou sous-traiter l'hypoxémie par crainte de l'hypercapnie, c'est une erreur fréquente et potentiellement grave. C'est un point vraiment essentiel, oui. L'urgence vitale immédiate, c'est le manque d'oxygène. D'autres points cruciaux à garder en tête ? Oui, la surveillance vitale. Une surveillance rapprochée et répétée. L'état d'un patient sous oxygène peut changer très vite dans un sens ou dans l'autre. Il faut donc réévaluer très régulièrement et pas seulement les chiffres. Bien sûr, on surveille la SpO2, la saturation, mais il faut aussi regarder le patient. Sa fréquence respiratoire, est-ce qu'il utilise ses muscles accessoires pour respirer, signe de lutte, quelle est sa coloration, son état de conscience. L'examen clinique est primordial pour adapter le traitement. Ne pas se fier qu'aux machines. Exactement. Et savoir aussi quand il faut passer la main, quand il faut escalader le traitement, si les besoins en oxygène d'un patient augmentent de façon significative, par exemple, s'il faut monter au-delà de 5 ou 6 litres par minute avec un masque simple pour maintenir une saturation correcte, ça doit alerter. Ça veut dire que la situation s'aggrave et qu'il faut probablement envisager une autre technique, MHC, OHD, VNI, et donc appeler un avis spécialisé, un médecin réanimateur ou un pneumologue. Il ne faut pas attendre que le patient s'épuise. Savoir reconnaître les signes d'échec ou d'aggravation et ne jamais perdre de vue, j'imagine que vous allez le redire. La COUS, toujours. Remonter la saturation, stabiliser le patient avec l'oxygène, c'est absolument nécessaire. C'est acheter du temps, c'est éviter les complications immédiates de l'hypoxie. Mais la vraie bataille, le vrai traitement, c'est de trouver et de traiter la maladie qui est en dessous, celle qui a déclenché ce besoin en oxygène. L'oxygénothérapie seule, ça ne guérit ni la pneumonie, ni l'embolie pulmonaire, ni la crise d'asthme sévère. C'est un traitement symptomatique indispensable, mais il doit s'accompagner impérativement d'un diagnostic et d'un traitement de la cause. Merci beaucoup. C'était une exploration vraiment dense, mais très très éclairante. Si on essaye de résumer les points forts, l'oxygénothérapie, ce n'est pas anodin, c'est un traitement puissant, c'est un médicament à part entière. Ça demande donc une prescription précise, débit ou cible de saturation, une adaptation constante et une surveillance attentive. Oui. Beaucoup plus complexe, comme la ventilation invasive pour les cas les plus graves. Chaque outil répond à un niveau de gravité et à des objectifs spécifiques, juste oxygéner ou aussi aider à ventiler. C'est ça. Et puis, ne jamais oublier la sécurité, en particulier ce risque majeur d'incendie lié à l'oxygène comme comburant. C'est un impératif absolu. Tout à fait. Et on voit aussi comment les techniques évoluent, avec l'OHD, l'oxygénothérapie à haut débit, et la VNI, la ventilation non invasive, qui offre maintenant des options intermédiaires vraiment intéressantes entre l'oxygénation simple et l'intubation. Elle combine souvent un apport d'oxygène précis et un certain soutien respiratoire, tout en étant moins lourde que la ventilation invasive. Absolument. Et peut-être pour terminer, une réflexion que toute cette discussion m'inspire. On a parlé de masques sophistiqués, de machines à haut débit, de ventilateurs intelligents. Toute cette technologie est formidable, évidemment. Mais face à un patient qui a du mal à respirer, qui manque d'air, quelle est la place irremplaçable de l'observation clinique, de l'œil du soignant? Savoir regarder comment il respire, s'il lutte, écouter ses poumons, évaluer sa fatigue, sa conscience. Est-ce que ce n'est pas finalement cette évaluation humaine, fine, répétée, qui reste la clé pour choisir le bon outil au bon moment? Pour ne pas se laisser faussement rassurer par un chiffre de saturation qui s'améliore, alors que le patient, lui, est en train de s'épuiser. Ou à l'inverse, pour ne pas tarder à intensifier le traitement quand c'est nécessaire. Et surtout, pour ne pas oublier d'aller chercher la cause derrière tout ça. La technologie nous donne des armes incroyables, mais j'ai l'impression que le jugement clinique, l'expérience, reste peut-être le pilote indispensable dans le cockpit pour naviguer cette prise en charge qui est quand même très complexe. Qu'en pensez-vous ?